nous accueillir. Hein, donc, ça fait 30 ans de marketing à l'IE Dijon. Donc 30 ans, c'est vraiment c'est pas rien du tout. Hein, donc ça signifie aussi quand même une certaine longévité dans une formation. Et le voir cet amphi quasiment plein, ou bien rempli au moins aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Mais, oui, j'ai reçu plein de messages, voilà. j'en retardais. Des gros problèmes de train aujourd'hui. Donc, vraiment très heureux de voir différentes générations d'étudiants qui sont revenus aujourd'hui sur les bancs de l'école pour se remémorer en quelque sorte aussi déjà leur passé étudiant et puis se retrouver aussi. Hein, donc, ça, c'est vraiment, ça nous touche vraiment de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Alors, les formations en marketing à l'IE ont débuté en 1990, donc avec la MSG, donc la MSG Option Marketing, qui a été très vite suivie en 92 avec les premiers diplômés, hein, donc il y a 30 ans, donc c'est pour ça qu'on fait les 30 ans du marketing. Le DSS Marketing en 95, et donc qui a été réformé ensuite en remélangeant un petit peu les formations master, les maîtrises de ESS, donc en master en 2004, donc formation en 2 ans. On a eu l'alternance qui arrive en 2008. Et puis en 2015, on a eu un petit frère, hein, le fameux MSD, donc on a quelques représentants aujourd'hui aussi, donc qui est spécialisé dans la distribution, donc qui a été créé et qui est toujours suivi par Jean-François Neubar. Et donc cette ancienneté, on la doit, et cette évolution aussi dans les formations, hein, donc on la doit aussi à beaucoup de personnes, hein, c'est pas que quelques personnes qui ont pu gérer ces diplômes, qui ont été à l'initiative aussi de ce diplôme, mais aussi ça repose vraiment sur beaucoup de personnes. En effet, le Master Marketing, c'est d'abord une équipe pédagogique très impliquée, fidèle, parce qu'on a des intervenants qui sont là depuis le début, donc depuis 1995, et qui enseignent dans le diplôme. Alors évidemment, je ne vais pas citer tout le monde parce que la liste serait trop longue, mais il y a des personnes qui ont vraiment marqué le diplôme, comme Jean-François Lemoine, Rémi Mancarelli, Mathilde Pull, Véronique Collange et Jean-François Notbar, évidemment. Jean-François, je ne savais pas. Et puis bien sûr, j'ai oublié, non, c'est pas du tout un oubli, j'allais citer en dernier, mais parce que c'est la personne la plus importante, le professeur Marc Hulzer. Le Master Marketing, c'est aussi une équipe administrative, toujours disponible et de la même manière extrêmement impliquée à nos côtés. Donc je tiens particulièrement à remercier Aurore qui travaille à nos côtés sur le diplôme, et puis aussi Madame Beretta, Renata, la reine, comme nous l'appelions à l'époque, pour son petit surnom, et qui pourtant à la retraite depuis plus de 20 ans, vous m'avez dit, je crois Renata qui m'a dit, est présente aujourd'hui, et ça me touche énormément. Le Master Marketing, c'est aussi une équipe d'intervenants professionnels qui donnent de leur temps et qui partagent leur expérience auprès de nos étudiants. Ils contribuent à leur professionnalisation. C'est difficile de les citer tous parce que chaque année, on a une vingtaine de professionnels qui interviennent dans le diplôme. Et parmi certains, on a aussi de nombreux anciens. Et ça, c'est extrêmement fort pour nous parce que ça continue et ça contribue à enrichir la formation et ce lien dans le temps est important. Merci aussi aux entreprises qui renouvellent chaque année les alternances, qui nous renouvellent chaque année les stages, les projets tutorés, donc sans qui finalement nos étudiants n'auraient pas finalement tout ce bagage professionnel. Donc merci à toutes ces entreprises qui, depuis, il y en a qui remontent déjà depuis le début. Oui, depuis on peut le dire. Merci au CFK et au CFA, donc, qui gère tout ce qui est alternance. Donc là également, l'alternance qui était un grand virage dans le master, qui est vraiment très important, qui montre que c'est vraiment la formule gagnante. On remercie bien sûr l'IE, qui vraiment l'institut qui s'est orienté vers cette professionnalisation et où tous les diplômes sont, ou quasiment tous les diplômes sont en alternance aujourd'hui. Merci bien sûr à Florence, qui vient d'entrer justement, et à Adèle, sur qui on peut toujours s'appuyer sur ce genre d'événements, donc avec une grande sécurité à chaque fois. Et puis bien sûr, les étudiants, actuels comme les anciens. Donc votre présence témoigne vraiment aujourd'hui de cet attachement à cette formation.
Donc on dit souvent que le master c'est un peu une grande famille, hein, donc on est avec vous pendant 2 ans. Très souvent on a des nouvelles par la suite, on vous suit, on a des fois des très bonnes nouvelles aussi, on a des mariages, on a des enfants. On n'a pas encore eu les enfants des enfants. Moi, Eric a failli, mais finalement il ne nous a pas donné son. Mais bon, ça devrait venir très prochainement. On a eu des frères et sœurs, donc ce qui montre aussi la sécurité du point de vue aussi des parents qui nous placent vraiment leurs enfants auprès de nous. Et on a toujours eu finalement de notre côté, chaque année, un grand plaisir à vous accompagner, à vous tenir la main pendant 2 ans et vous amener vers la réussite professionnelle que vous connaissez. Donc merci à vous, merci étudiants, anciens, et merci à tous. Alors cette filière marketing, nous la devons au professeur Filzer, qui a créé la MSG, puis le DESS Marketing. Ce sont les diplômes que Marc a portés véritablement, a inventé et a mis sur les rails, évidemment. Voilà, c'était très facile sans doute, parce que tout le monde connaît la passion de Marc pour le chemin de fer. Mais c'est bien au professeur Filzer que nous devons ces diplômes. C'est très symbolique que l'année où nous fêtons les 30 ans du diplôme, nous fêtons aussi le départ à la retraite de celui qui a créé ces diplômes. Monsieur Filzer, vous avez marqué des générations d'étudiants. 30 années d'étudiants en marketing. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les collègues présents voudront bien m'excuser de cette répétition, mais chaque fois que je rencontre un ancien ou quand je reçois un mail, on me demande invariablement des nouvelles du professeur Filzer. Comment va monsieur Filzer? Enseigne-t-il toujours? Je ne sais plus ce que je vais raconter aux étudiants à partir de l'année prochaine, parce que c'était manifestement la seule chose qui les intéressait. Les échanges. Votre cours de seconde année a vraiment créé énormément de vocations. Ce cours était un cours pivot qui a donné envie aux étudiants de continuer en marketing. Et nous vous devons ça aussi, parce que ce cours, vous avez continué à le faire jusqu'à la dernière année de votre carrière. Ce n'est pas le cours le plus facile, Véronique pourra en témoigner. C'est un cours auprès d'une population jeune ils sont très nombreux également en cours et c'est un cours vraiment important pour nous. Donc merci aussi pour cela. On peut les comprendre, nos étudiants, pourquoi ils sont attachés et pourquoi ils reconnaissent cette chance d'avoir eu vos cours. Pour avoir moi-même fait partie de vos étudiants il y a quelques années, c'est vrai que nous les plus vieux, on va dire, et quelques collègues, même Bertrand aussi, on est toujours fascinés par votre capacité à faire comprendre les concepts les plus complexes et en mêler à chaque fois la théorie et la pratique. Et ça paraît couler de source. Donc on se dit cette fois-ci j'ai bien compris, et 1 heure après, en général, on patauge un petit peu quand on essaye de reprendre l'histoire. Et puis, dans vos cours, ce qui est aussi extraordinaire, c'est tous les exemples que vous donnez et tous les personnages que vous avez amenés dans les cours avec vous. Donc ce sont les stars de l'actualité, de la télé-réalité, les séries de la télévision du moment, ce sont des personnages et des personnages inventés, la famille Trougnard qui a marqué beaucoup de générations, Madame Michu bien sûr, et puis aussi c'est la famille Filzer, parce que c'est vrai qu'on a eu souvent des exemples de situations familiales et de shopping qui servaient à illustrer les cours. Donc pour tout ça, merci pour tous les étudiants, pour les anciens, pour les collègues, pour nous. Nous vous adressons vraiment un immense merci pour tout ce que vous avez apporté à l'IAE et puis bien sûr au marketing en particulier. Et puis j'ai un petit peu eu de scrupules sur le moment, mais en même temps je pense que c'est vraiment un moment que tout le monde attend, donc rassurez-vous, j'ai terminé. On va vous laisser la parole parce que vous avez accepté très gentiment de faire un dernier cours dans cet amphi, devant vos étudiants actuels, devant les anciens qui sont là, devant les collègues qui viennent de régions différentes et qui sont présents aujourd'hui, devant toute cette belle assemblée. Et merci beaucoup pour cette masterclass. Moi j'ai eu la primeur de voir le PowerPoint, donc je vous conseille de prendre des notes, en particulier les collègues, parce que je vous assure, avec ça, on tient 1 an de cours. Merci.
suis ravi de revoir un public en vrai, parce que ça change de 2 ans de visio. La mission qui m'a été confiée par Blandine et Bertrand est une mission difficile, puisque ce qui m'a été demandé, c'est d'essayer de faire un retour sur l'évolution qu'a connue le marketing justement depuis 30 ans. Alors c'est conventionnel, hein, on pourrait remonter à 40, à 50, donc j'ai essayé d'identifier un certain nombre d'évolutions en partant de ce qu'était la pratique marketing dominante à la fin des années 80 et au début des années 90, puis essayer de montrer quelles sont les grandes évolutions qui ont marqué la pratique des entreprises, évidemment, mais surtout, vous me connaissez, hein, on ne se refait pas, surtout à mon âge, quelles sont les évolutions théoriques qui nous ont amenés à accompagner cette évolution de la pratique des entreprises. Ça marche, c'est fantastique. Donc, si on part de la fin des années 80, encore une fois, hein, les dates, c'est pas du carbone 14, c'est vraiment une datation tout à fait indicative. Je serais tenté de dire, en simplifiant un peu, vous me pardonnerez le caractère un peu simplificateur du propos, hein, c'est pas une conférence à un séminaire de recherche, donc là je vais être volontairement très simplificateur. À la fin des années 80, il y a moyen de remonter la machine? Ah non, elle est fixée, parce que j'ai pas de retour. Oui, non, elle est branchée. Le micro est mobile. Quand je vais me promener, en plus, j'aime beaucoup me balader quand je fais cours, donc ça changera pas, là c'est impeccable. Donc la fin des années 80, c'est une période qu'on pourrait qualifier d'idyllique pour la pratique du marketing. Depuis les années 50, on a assisté à une véritable explosion, un véritable foisonnement de théories qui ont débouché sur des outils extrêmement opérationnels. Les années 60 à 70, c'est l'émergence des modèles multi-attributs qui vont permettre de faire du modèle de formation de l'attitude le cœur de l'analyse du comportement du consommateur. Les années 80 et 90 sont les grandes années de l'émergence du positionnement, de la stratégie de positionnement et de cette analyse finalement de la position concurrentielle de l'entreprise qui va lui permettre de se doter de ce fameux avantage distinctif hein, qui est la clé du positionnement. Donc dans cette période, la pratique marketing repose sur un certain nombre de représentations du consommateur, on travaille toujours sur des représentations. D'abord, le consommateur forme ses décisions d'achat et ses comportements sur la base de jugements délibératifs. Hein, le terme fait un petit peu barbare, mais ça veut dire qu'on va surtout utiliser de l'information, une information objective sur les attributs du produit, sur son prix, sur ses caractéristiques. Et on va avoir donc une séquence qui est finalement très très bien maîtrisée par les sociétés d'études, qui est massivement utilisée par les agences de communication. Et c'est cette séquence qui va de l'analyse des besoins hein, par des enquêtes, l'analyse de l'information que le consommateur détient et qu'il utilise. Le pivot central du processus, c'est la formation de l'attitude, et puis qui débouche sur un comportement. C'est une période où, paradoxalement, on ne s'intéresse pas du tout au comportement de consommation. On s'intéresse en réalité à un comportement d'achat. Ce qui nous intéresse, c'est le ticket de caisse. Et lorsque le consommateur a acheté le produit, on considère que la mission du marketeur est accomplie, et ce qui va se passer derrière, finalement, n'a pas énormément d'importance. Ça paraît très simplificateur avec le recul, et pourtant, on a tous fonctionné comme ça. Une troisième caractéristique de cette période, et c'est probablement là qu'on va avoir les germes de la rupture qui va suivre, c'est que l'environnement de l'entreprise est extrêmement stable. Et quand je dis environnement d'entreprise extrêmement stable, ça signifie que même les préférences des consommateurs sont stables. Et c'est donc la grande époque où on peut se permettre de segmenter le marché
quand on a identifié un segment, qu'on utilise du style de vie, qu'on utilise de l'avantage recherché, qu'on utilise des orientations d'achat, peu importe les préférences que l'on a, ce segment, il va bien tenir 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelquefois, selon les secteurs d'activité. Donc, le segment est l'unité d'analyse que l'entreprise va actionner, et on va pouvoir développer des marques spécifiques pour chaque segment, on va pouvoir développer des canaux de distribution spécifiques pour chaque segment, et tout ça va garder une validité finalement assez stable dans le temps. Les concurrents sont bien identifiés, et l'environnement concurrentiel est relativement stable. Il y a peu d'entrées de nouveaux opérateurs, ou en tout cas quand des nouveaux opérateurs arrivent, on a le temps de les voir venir. La concurrence reste encore un phénomène essentiellement spatial, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a un marché défini géographiquement, on peut considérer qu'à l'intérieur de ce marché, il ne va pas y avoir de bouleversement gigantesque. Donc le marché est bien maîtrisé. C'est à cette époque, 1980, que Michael Porter va commencer à nous montrer que finalement l'environnement concurrentiel est peut-être moins stable qu'on pense. Rappelez-vous, la célèbre matrice de Porter, les nouveaux entrants et les produits substituts. 1980. Donc vous voyez que par avant, les choses étaient relativement simples. Et enfin, je dirais là le changement va être radical, le consommateur utilise massivement une information qui est diffusée par l'entreprise. Et en dehors de l'information que diffuse l'entreprise, le consommateur n'a pas beaucoup d'informations à utiliser. Alors certes, il y a quelques fanatiques qui sont abonnés à 60 millions de consommateurs ou à Que Choisir, mais en dehors du cercle du bouche à oreille, mais physique, c'est-à-dire les voisins de monsieur et madame Michu, pour reprendre l'exemple qu'évoquait Blandine tout à l'heure, en dehors d'un cercle interpersonnel réel, le consommateur échange extrêmement peu d'informations et reçoit extrêmement peu d'informations en dehors de la communication diffuse des entreprises. Et pour parachever la beauté du décor, cette information que les entreprises diffusent vers le consommateur passe par un nombre de canaux extrêmement limité. On va avoir 4 chaînes de télévision, 3 programmes de radio commerciale, etc. Évidemment, l'émergence de la bande FM dans les années 80 va tout changer. Donc, vous voyez, on est dans un marketing finalement relativement stabilisé. Alors évidemment, aujourd'hui, parler de marché stabilisé relèverait de la vision totalement utopiste. Qu'est-ce qui a déclenché les évolutions? Donc, fidèle à mes habitudes, comme le rappelait Blandine tout à l'heure, je vais essayer de m'intéresser à 3 séries de facteurs de rupture. On pourrait en identifier 250, mais puisqu'on m'a demandé de réfléchir sur ce que je considère de manière très subjective comme les facteurs d'évolution au cours des 30 dernières années, je vais retenir 3 facteurs de rupture. Premier facteur de rupture, c'est un élargissement radical de la vision de l'acheteur. J'ai toujours été extrêmement méfiant à l'égard des gens, des textes, des consultants, des entreprises qui disent le nouveau consommateur. Le consommateur, il n'est pas nouveau. Je veux dire, il a toujours le même nombre de neurones, il a toujours le même volume cervical, il a toujours à peu près la même biologie, donc le consommateur, il ne change pas. Ce qui a radicalement changé, c'est la vision que le marketing porte sur l'acheteur. Ça, c'est un premier facteur d'évolution de la pratique marketing. Deuxième facteur d'évolution, c'est évidemment une nouvelle perception d'environnement concurrentiel. Porter a été un visionnaire. C'est vrai que les nouveaux entrants et les produits substituts, la convergence des industries, etc., vous connaissez tous ces facteurs, ont complètement redistribué les cartes de l'environnement concurrentiel. Certains d'entre vous qui m'ont subi il y a des années se souviennent qu'il y a déjà des années de ça doit faire peut-être une douzaine d'années, au premier cours d'introduction au marketing en L2, je posais une question un peu provocatrice, je disais, aujourd'hui, qui est le principal concurrent de la SNCF sur son segment voyageur le plus rentable? Alors on me disait Blablacar, on me disait l'avion, on me disait la location de voiture, on me disait, je sais pas. Bon. Et qui était le principal concurrent? Déjà à l'époque, c'était évidemment la visioconférence. Alors les étudiants étaient toujours très polis, ils écoutaient poliment, ils disaient, Fiverr, commence à avoir des visions un petit peu déviantes. L'actualité de ces 2 dernières années a malheureusement dramatiquement montré
que la prévision était exacte, c'est-à-dire que la concurrence vient d'un environnement qui est totalement différent du nôtre. Bon, ça, Théodore Levitt l'avait écrit dans l'article La myopie marketing en 1957. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la perception qu'on a de cet environnement concurrentiel. Puis enfin, troisième facteur d'évolution, et c'est peut-être celui-là qui va être le plus intéressant dans les années à venir, une nouvelle redistribution du pouvoir sur les marchés. Pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait un pouvoir. Il faut qu'un acteur exerce suffisamment d'influence pour coordonner ce marché. Et évidemment, ce qui a énormément changé depuis 30 ans, c'est la localisation de ce pouvoir. Donc ça sera le troisième temps de la réflexion, et je pense que vous verrez sans peine où je en viens. Alors, l'élargissement de la vision de l'acheteur, je vais me limiter simplement à trois aspects. On a d'abord élargi la vision de l'acheteur à travers ce que notre collègue Dominique Desjeux appelle les échelles d'observation. Vous me pardonnerez, il y a quelques diapos qui sont en anglais, parce qu'elles ont servi pour le cours du M2 BD2EM. Puis je suis un petit peu feignant, donc je les ai parfaites. Donc Dominique Desjeux a montré que le marketing, historiquement, s'est beaucoup focalisé sur ce qu'on appelle l'échelle micro-individuelle, c'est-à-dire l'acheteur. Seulement, cet acheteur, d'abord, il a un certain nombre de processus qui sont soit des processus neurobiologiques, soit des processus physiologiques. Donc on va peut-être pouvoir un peu s'intéresser à l'échelle neurobiologique, ce qu'on appelle familièrement le neuromarketing. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qui est au-dessus. C'est-à-dire le fait que l'individu, il est dans un environnement social, et on peut envisager cet environnement social à différents niveaux. Il y a l'environnement microsocial, alors c'est ce qu'à la rigueur on maîtrisait à peu près quand on faisait des travaux sur le leadership d'opinion, sur le bouche à oreille, ce qui évidemment a été dramatiquement élargi avec le développement des réseaux sociaux. On a l'échelle mésosociale, c'est-à-dire ce qui va se passer à l'échelle d'une agglomération, à l'échelle d'une région, et puis il y a l'échelle macrosociale, c'est-à-dire là où vont s'actionner les phénomènes culturels. Alors pour illustrer cette échelle macrosociale qui, de mon point de vue, est probablement l'une des pistes les plus intéressantes pour anticiper l'évolution du marché, j'ai illustré avec un exemple d'analyse psychosociologique, on pourrait en prendre d'autres, j'ai pris la typologie de Dominique Moisy, qu'il a présentée en 2015. Moisy se situe vraiment à une échelle très macro-culturelle, ça dépasse même l'échelle de la nation, on est sur des grandes zones géographiques. Et il nous dit qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde 3 grands courants affectifs dominants. Il y a le courant qu'il appelle la culture d'espoir, qui repose sur une confiance interpersonnelle qui se situe essentiellement dans la culture asiatique. Il y a la culture d'humiliation, c'est-à-dire des cultures qui vont avoir l'impression qu'elles ont des comptes à régler avec l'histoire, en quelque sorte. Et puis, une troisième culture qu'il appelle la culture de peur, et alors dans laquelle, évidemment, notre Occident industriel se situe massivement, c'est-à-dire une population qui va essentiellement avoir peur de tout. Parce que, justement, la confiance, qui est le moteur de la culture d'espoir, s'est estompée. Et pour Moisy, alors qui, encore une fois, qui est un sociologue, donc il a une vision qui est très très éloignée du marketing, ce qu'il nous enseigne, c'est que cet environnement, ce macro-environnement, au sens de Desjeux, va influencer les individus, il va être intériorisé par les individus, inconsciemment bien sûr, et il va devenir un déterminant dans le long terme du comportement. Enfin, c'est pas le seul déterminant. Mais ce que je veux dire à travers cet exemple, c'est qu'on a vraiment intérêt à bien prendre en compte cette espèce de sédimentation des strates de l'environnement qui entoure la prise de décision du consommateur. La deuxième évolution majeure de notre vision du consommateur, je l'emprunte aussi à Dominique Desjeux, c'est ce qu'il a appelé la théorie, la méthode des itinéraires. Dominique Desjeux dit, traditionnellement en marketing, on s'intéresse à l'acte d'achat. Time of purchase, qu'est-ce qui se passe au moment où l'individu achète le produit. Seulement voilà, l'achat, c'est qu'une étape d'une séquence qui part d'une reconnaissance d'un besoin, d'un processus de décision, de la visite d'un point de vente, alors réel ou virtuel, ça change strictement rien. Le produit va être plus ou moins stocké, il va être plus ou moins préparé pour l'utilisation, il va être utilisé et puis il va falloir s'en débarrasser.
Vous observerez d'ailleurs que l'analyse de Dominique Desjeux en 2006 était d'une actualité prophétique, parce qu'il anticipait déjà à cette époque l'importance de la dernière étape, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du produit quand se pose la question de son élimination. Vous voyez qu'il y a 16 ans, on ne parlait pas forcément de développement durable, mais on avait déjà perçu le problème qui était lié au produit. Et la résultante de ces évolutions de la vision du consommateur, c'est ce que je résume en disant on est passé du consommateur à la consommation. Alors passer de l'acheteur au consommateur, c'était déjà une première étape, mais quand je parle du consommateur, c'est le consommateur d'un iPhone, c'est le consommateur d'un pain de mie, c'est le consommateur d'un pot de confiture. Je suis encore centré sur une interaction personne-produit. Alors que la sphère de la consommation, elle va s'articuler autour de catégories de produits, autour d'univers de consommation. Et ces univers de consommation, on peut les résumer en disant c'est la résultante d'une interaction entre le consommateur, alors avec ses caractéristiques individuelles, que le marketing a l'habitude d'appréhender, le consommateur avec un certain nombre de pratiques qui sont justement l'expression de l'influence de cet environnement mésosocial, macrosocial, etc. Donc un consommateur en quelque sorte élargi, et le consommateur qui est en interaction avec ce que les sociologues de la consommation appellent des dispositifs, des devices si on veut parler anglais, des dispositifs techniques. Le smartphone est un dispositif technique, l'ordinateur est un dispositif technique, des dispositifs cognitifs, par exemple un message publicitaire, par exemple une appli que vous utilisez sur votre smartphone, et puis enfin des dispositifs sociaux, un réseau social, framework, Facebook, TikTok, etc., sont des dispositifs sociaux. Et c'est de l'interaction de ce consommateur avec ces dispositifs que va résulter l'activité de consommation dans sa globalité. Le produit ou le service que je commercialise n'est donc qu'un élément de ce système de consommation. Donc vous voyez pourquoi je parlais d'élargissement de la vision du consommateur. On est parti de Madame Michu arbitrant entre Danone et Yoplait, et on arrive à la fille de Madame Michu 30 ans plus tard, construisant un univers de consommation en actionnant différents dispositifs pour alimenter ses pratiques. Évidemment, la vision théorique de l'acheteur qui résulte de cette évolution est extrêmement profonde. C'est-à-dire qu'on va partir de la vision un peu historique de la théorie économique. Vous voyez, monsieur Ray, je suis resté fidèle à mes origines. Je n'ai pas oublié les cours de microéconomie de la place Carnot à Nancy. Donc, on a une vision économique dans laquelle le marché régulé par le prix reste un élément déterminant. Et quand on voit en ce moment l'actualité autour de l'inflation, on se dit que ça peut encore servir de réfléchir au rôle du prix. La sociologie et la sphère des pratiques va nous permettre de rendre compte de la consommation, de l'univers de la consommation en général, et enfin, va se poser la question de ce que l'on retire de cette consommation. Moi, je suis très frappé par la montée en puissance dans le discours des entreprises depuis 2-3 ans, c'est récent, la crise sanitaire y a énormément contribué, de la notion de création de sens. La création de sens, on est justement dans la sphère de l'anthropologie, on est dans la sphère des significations, dans la sphère des symboles. Donc vous voyez que l'évolution du marketing, de la théorie marketing, reflète assez bien cette évolution très profonde des pratiques des entreprises en ce qui concerne la conception qu'on peut avoir du consommateur. Deuxième facteur de rupture, une nouvelle perception de l'environnement concurrentiel. Alors l'environnement concurrentiel, on le perçoit différemment et évidemment il a profondément changé. Qu'est-ce qui a évolué dans l'environnement concurrentiel? Dans les années 80, vous avez tous subi ce genre de petites figures métaphoriques dans les cours. Dans les années 80, on avait l'habitude de dire la structure du marché, c'est la métaphore du losange, c'est-à-dire que le gros du marché, c'est le milieu du losange, c'est là qu'est l'essentiel de la demande, et puis un petit peu de demande dans le haut de gamme, et puis un petit peu de demande dans l'entrée de gamme. C'est ce qui a inspiré à Étienne Thiel la naissance des produits libres Carrefour en 1976, lorsqu'il avait repéré que justement le positionnement du produit libre, son nom aussi bon ou moins cher, c'était le milieu du losange. Dans les années 2000, on nous a dit le marché évolue vers la métaphore du losange, c'est-à-dire qu'on a une polarisation entre d'un côté des produits premium et puis de l'autre côté, ce qu'on va appeler tout simplement le low cost, c'est-à-dire le produit
qui apporte le meilleur rapport d'utilité sur coût. Cette vision, elle va également être accompagnée par cette réflexion stratégique qui a énormément nourri la pratique des entreprises, qui est l'émergence de la notion d'expérience du consommateur. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin pendant la soutenance de l'HDR de Mathilde Bull, parce que c'est certain qu'en plus ici à Dijon, vous avez été aux premières loges pour suivre presque la naissance des travaux français autour de l'expérience de consommation. Pine et Gilmore, en 1999, ont eu cette intuition d'une évolution progressive de l'offre de l'entreprise vers une complexification de son contenu. On va partir d'un produit qui peut être une simple matière première, du café en grains par exemple, on va lui associer une marque, ça devient un produit, on va y associer des services, regardez par exemple la manière dont l'industrie automobile évolue à l'heure actuelle de la vente de produits vers la vente de solutions, et enfin, nous disent Pine et Gilmore, on a la dernière étape de l'évolution, c'est l'expérience du consommateur, c'est-à-dire une interaction qui va être mémorable, plaisante et porteuse de sens. Cette théorie d'expérience va apporter évidemment pas mal de choses, en particulier, elle va nous conduire à envisager l'environnement concurrentiel d'une manière totalement différente. J'ai repris ici cette typologie de Caro et Fauva, que vous connaissez bien, pour l'avoir vu déjà massivement dans des tas de cours. Bernard Cova et Antonella Carou nous disent l'expérience du consommateur, elle peut avoir un ancrage très commercial, c'est le sommet de l'axe des ordonnées, ou elle peut être au contraire avec un ancrage moins commercial, et elle peut surtout se situer le long d'un continuum qui va beaucoup faire fantasmer les marketeurs, l'opposition entre l'expérience ordinaire et l'expérience extraordinaire. Alors évidemment, le marketing expérientiel, c'est de l'expérience extraordinaire à finalité commerciale. Alors là, ça va être open bar pour un certain nombre de praticiens du marketing. Les différents types d'expériences, on peut aller du plus simple, la tasse de café qu'on prend en terrasse. Regardez ce qu'on nous a dit à la sortie du premier confinement. Lorsque j'entendais les interviews au journal de 20h des consommateurs redécouvrant avec extase le bonheur de la tasse de café pris sur la terrasse du bistrot, on est dans l'expérience ordinaire, c'est-à-dire une action certes commerciale, mais très ordinaire. On peut avoir aussi du non commercial très ordinaire quand on va se balader, et puis on peut avoir du non commercial totalement extraordinaire dans des rassemblements type Burning Man. Et évidemment, il y a le marketing expérientiel, ici je l'ai illustré avec Dubaï, mais on a d'autres magnifiques exemples, avec toujours derrière ce marketing expérientiel un peu extrême, le mirage de l'expérience extraordinaire, hyper réelle, au sens de Baudrillard, c'est-à-dire on vous vend quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, c'est un simulacre, au sens d'Umberto Eco, mais qui va être extraordinairement gratifiant. Et avec en plus cette fameuse métaphore d'Umberto Eco du more of, l'essentiel, c'est que vous en ayez plus de. Alors on va vous vendre The Largest Shopping Mall, Mall of America à Minneapolis. On va vous vendre The Venetian à Venise, à Las Vegas, le plus grand casino du monde. On va vous vendre le plus haut building du monde à Dubaï. On va vous vendre le plus grand paquebot de croisière du monde, etc. Là, il faut changer la diapo régulièrement, parce que toutes les semaines, il y en a un nouveau qui prend la main, avec un bilan carbone évidemment extraordinaire. Et évidemment, on va découvrir progressivement que ces expériences extraordinaires, qui sont tout de même très coûteuses et avec une durée de vie plus ou moins courte, vont se trouver en concurrence avec des expériences ordinaires. Et le marketing va redécouvrir ces expériences ordinaires. Lorsque vous postez sur Instagram la photo de l'assiette qui vient de vous être servie au restaurant, vous êtes en train de produire de l'expérience ordinaire. Donc on va avoir une nouvelle vision de cet environnement concurrentiel qui va faire exploser finalement ce mirage du sablier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus ni losange ni sablier, on a une constellation. C'est-à-dire qu'on a des différentes planètes de positionnement qui vont reposer justement soit sur de l'ordinaire, soit sur de l'extraordinaire, soit du social, soit sur du commercial. Et puis enfin, troisième, et rassurez-vous, dernier facteur de rupture, la redistribution du pouvoir sur les marchés. Pour qu'un marché fonctionne, je le disais tout à l'heure d'une manière assez brutale, il faut qu'il y ait du pouvoir. Un marché, très simplement, alors
ce graphique qui date de la première édition de Canaux de distribution en 1988. Je veux dire, j'y change rien, je suis désolé. Hein, si vous le trouvez obsolète, je vous écoute, hein, je suis preneur. Un marché, c'est un producteur, un consommateur, et puis entre les deux familles de canaux, des canaux de distribution et des canaux de communication. Et la belle époque des années 80, c'est le temps des canaux, c'est-à-dire que vous voyez que les flèches, elles descendent dans un seul sens. C'est-à-dire que le producteur fait passer par la distribution ce qu'il a envie de vendre, et le producteur fait passer par les canaux de communication l'information qu'il a envie de transférer au consommateur. La première phase d'évolution, on la voit grosso modo dans les années, jusqu'à l'émergence d'Internet, hein, grosso modo jusqu'autour de l'an 2000. La première phase de redistribution du pouvoir, c'est le pouvoir va passer des producteurs aux distributeurs. Bon, je pense que personne dans l'amphi ne va contester cette affirmation pour une fois. Hein. Les distributeurs ont pris le pouvoir. Alors, comment est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? D'abord parce que l'élargissement du champ concurrentiel a affaibli le pouvoir des producteurs. Même les plus grandes marques qui ont essayé de jouer le bras de fer avec des centrales d'achat ont en général perdu. Elles se sont fait déréférencer pendant quelques semaines, puis au bout de quelques semaines, elles sont revenues voir la centrale d'achat, la tête basse, en disant ok, on va négocier. Donc l'élargissement du champ concurrentiel a affaibli le pouvoir des producteurs. La concentration du commerce de détail a renforcé le pouvoir des distributeurs. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que les distributeurs se sont concentrés? Pour une raison extrêmement simple. C'est que dans la distribution, la seule variable sur laquelle vous pouvez jouer pour améliorer votre position concurrentielle, c'est la maîtrise du coût d'achat de vos marchandises. Et une équation très simple qui lie le coût d'achat des marchandises au volume que vous achetez. Ça s'appelle un tarif. Donc les distributeurs ont été très logiquement incités à se regrouper, devenant les points de passage obligés de moins en moins nombreux pour les producteurs, bah forcément, le pouvoir des distributeurs s'est accru. Dans le même temps, les canaux de communication se sont multipliés. Hein. Je rappelais, moi quand j'étais étudiant, on me disait si vous voulez faire de la publicité radio, il y a Radio Luxembourg, RTL, Europe 1 et RMC dans le sud de la France. Bon. Aujourd'hui, vous avez de la radio FM, vous avez du DAB, vous avez de l'Internet, vous avez... Les canaux de communication sont devenus tellement nombreux qu'en même temps, on les maîtrise de moins en moins. C'est-à-dire que faire une communication aujourd'hui, hein, vous avez dû avoir des cours de com, où on vous a expliqué que c'était devenu très compliqué. La belle époque du média planning a pris un peu de plomb dans l'air. Et le consommateur reste un récepteur peu actif d'informations persuasives. C'est-à-dire que dans cette période, le consommateur reçoit encore de l'information qui descend des entreprises. Ça, c'est le temps des canaux, hein, canaux de distribution, canaux de communication. Et puis, la deuxième phase, c'est où on est aujourd'hui, c'est que le réseau se substitue au canal. C'est-à-dire que dans ce graphique, il y a deux choses qui changent. D'une part, il y a des flèches dans tous les sens. C'est-à-dire que désormais, le consommateur devient producteur de biens. Hein, il revend, il vend des services, Airbnb, etc. Il revend des biens d'occasion, il produit. Attendez qu'il ait des imprimantes 3D, puis vous allez voir, hein, on va avoir une profusion d'offres émanant des consommateurs. Il produit de l'information. J'ai évoqué Instagram il y a 2 minutes. Il communique avec ses pairs, et cette fois ses pairs, c'est pas la rue de Madame Michu, hein, c'est la planète entière à travers les réseaux sociaux. Et bien entendu, pour que tout ça fonctionne, il y a un magicien derrière, ce magicien s'appelle la plateforme. Alors évidemment, les plateformes, elles sont assez généralement invisibles. C'est-à-dire que le consommateur perçoit Carrefour, perçoit RTL, perçoit Facebook, perçoit pas du tout Amazon Web Services derrière. Or, les plateformes, ce sont elles qui intègrent tout ça. Hein, c'est le grand cercle jaune qui est autour de tout ça. Et qui sont en train de prendre le pouvoir. Puisque, de fait, elles sont devenues le point de passage obligé. Vous observerez au passage que lorsque dans les années 2000, on nous prédisait qu'Internet allait introduire la désintermédiation généralisée des marchés, vous voyez que là, comme erreur de prévision, on a le prix Nobel. Parce qu'en réalité, plus Internet s'est développé, et plus on a eu besoin de réintermédier. Simplement, les nouveaux intermédiaires n'ont plus rien à voir avec les précédents. Alors, si on essaye de dresser un bilan un peu de cette évolution, hein, ça s'appelle l'émergence d'un marketing réticulaire, c'est-à-dire un marketing qui fonctionne à partir de réseaux, c'est pas extrêmement classique, hein, dans un contexte de saturation des marchés et d'affrontements concurrentiels exacerbés, parce que les concurrents sont partout et peuvent venir d'à peu près n'importe où,
Une évolution des attentes du consommateur, ça je l'ai lu dans un article de presse grand public que je trouve intéressant. Dans les années 80, le consommateur voulait un produit utile. C'était l'approche par les modèles multi-attributs, la meilleure performance. Dans les années 90, 2000, il a voulu un produit qui apporte du plaisir. C'était la composante hédoniste. Blandine rappelait ce matin l'impact de l'article vers une consommation plus affective dans la revue française de gestion. Bon, c'était ça, c'était le produit qui fait plaisir. Aujourd'hui, on veut un produit qui confère du sens. Question intéressante, qu'est-ce que c'est que le sens? Posez-vous la question. Alors vous allez me dire responsabilité sociale, développement durable, etc. Okay. Pour le consommateur, qu'est-ce que ça veut dire un produit qui est porteur de sens? En vrai, on a des champs de réflexion qui sont quand même finalement assez stimulants. J'aurais peut-être de quoi m'occuper pendant ma retraite, finalement. Et surtout, les intermédiaires ont pris le pouvoir. Les intermédiaires ont pris le pouvoir parce que les plateformes aujourd'hui sont devenues les niveaux critiques de contrôle du marché. C'est ni un bien ni un mal. Rappelez-vous que papa Édouard Leclerc s'est battu dans les années 50 contre les producteurs qui refusaient de l'approvisionner. Puis ensuite, les distributeurs ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, les plateformes prennent le pouvoir. Ce qui me semble quand même être un facteur moins euphorisant pour la suite, c'est qu'on est passé du temps de l'euphorie à ce que j'appelle le temps des peurs. Alors, je force un peu le trait. Toutes les études empiriques montrent chez les consommateurs une méfiance absolue à l'égard du système. Regardez le taux d'abstention aux élections. Vous verrez si ça, c'est pas une marque de la méfiance à l'égard du système. Le problème, c'est que pour les entreprises, les marques, les distributeurs, c'est pareil. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a une décapitalisation de l'avenir et une survalorisation du présent. Alors ça, pour des entreprises qui justement ont été nourries pendant des années à la culture du segment bien stable pour plusieurs années, vous voyez que là, le choc est quand même assez important. La fragmentation est la caractéristique générale des marchés. Encore une fois, Firat et Venkatesh l'ont écrit en 1995, donc c'est pas une révélation du tout. Fragmentation générale des marchés. Est-ce que c'est la fin du segment? Ce qui devient vraiment important, c'est l'individualisation et l'appropriation identitaire. Marion, vous avez un boulevard pour votre thèse, parce que je pense que cette réflexion justement autour de l'appropriation, on en est au début en marketing. Alors, quelques interrogations pour conclure, illustrées par la grande galerie de l'évolution au Muséum, parce que je suis assez darwinien dans mes réflexions de fin de carrière. Jusqu'où ira la redistribution des fonctions entre producteurs, intermédiaires et consommateurs? Encore une fois, aujourd'hui, le pouvoir, il est entre les mains des plateformes. Ok, bon, après. Est-ce que le consommateur est capable de prendre le pouvoir? On nous parle du pouvoir du consommateur. Personnellement, en bon ancien étudiant de sciences économiques, j'ai beaucoup de doutes. Parce que l'individu isolé, prenant le pouvoir et coordonnant le canal, j'y crois pas beaucoup. Une vraie question de marketing, pendant combien de temps le consommateur aura-t-il encore besoin d'une marque pour acheter un produit? Fût-ce une marque de distributeur, évidemment. Et puis enfin, quelles organisations seront-elles en mesure de conserver le pouvoir nécessaire à la coordination du marché? Sachant que l'alternative, c'est que si aucune institution n'est capable de coordonner le marché, ça va être le chaos. Donc il faut un petit peu de coordination. Alors pour terminer, je termine sur deux notes un peu plus personnelles. La première, c'est ce que j'ai appelé, il y a quand même des choses qui ne changent pas. La diapo de gauche, c'est l'ouverture de Carrefour à Nancy le 6 octobre 1971. J'aurais presque pu être dans la file des chariots derrière, je suis allé le lendemain, parce que déjà à l'époque je m'intéressais beaucoup à la distribution, et j'en profite pour saluer le monsieur à droite, Pierre de la Vigerie, qui était le premier directeur de Carrefour Nancy, qui a ensuite été directeur général de Cora et qui a été l'un de mes plus fervents supporters à l'époque où je préparais ma thèse d'État à Montpellier. Donc, monsieur de la Vigerie, vous nous avez quittés hélas, mais je pense à vous, je vous dois beaucoup. Et quelques années plus tard, vous voyez, de 2018, dans le quartier du Marais à Paris, l'ouverture d'Italie, bah, vous voyez, le marketing, ça attire toujours les foules. Et enfin, pour terminer, alors là, sur un invariant de 27 ans, eh ben, je n'oublie pas ce qui a été le principal support logistique du marketing à l'IAE de Dijon
pendant exactement 27 ans. Cette célèbre 309 GR, qui lui avait valu l'affectueux surnom de Greux donné par Blandine Antébriand et François Bensa. Donc vous voyez, le marketing ramène toujours à des choses très simples et très élémentaires. Merci pour votre attention. Je vais à Cannes. Merci en tous les cas. Et merci à toutes ces générations d'étudiants. Je vais dire quelques mots un peu plus personnels pour terminer. Et croyez bien que c'est sincère. Hein, il y a ici des amis de très longue date qui ont assisté à mes tout premiers cours. C'était en septembre 1976 à la faculté de sciences économiques de Nancy. Oui, ça ne nous rajeunit pas, vous faites le compte, 46 ans d'enseignement. J'ai commencé à 21 ans, j'ai commencé de bonne âge. Et à l'époque, lorsque j'ai donné mes premiers cours, je crois que c'est là que la vocation est née. Je crois qu'on est rarement avec la vocation de devenir prof, et c'est en enseignant qu'on découvre finalement le plaisir que ça apporte. Et je peux vous dire que Blandine évoquait tout à l'heure mon attachement au cours de deuxième année de licence, le cours d'introduction au marketing. C'est un cours que je trouve fascinant parce que c'est le moment où l'équipe se produit. Moi j'ai connu ça aussi quand j'étais étudiant. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont vraiment fait découvrir ce qu'était la gestion des entreprises, ce qu'était la recherche, ce qu'étaient les méthodes quantitatives. Et c'est vraiment, la figure est un peu éculée, mais c'est vraiment l'un des plus beaux métiers du monde. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question le matin quand on se lève, on ne se demande pas si on va servir à quelque chose. 46 ans après mon premier cours, j'ai la faiblesse de penser que nous sommes utiles, pour paraphraser une célèbre institution bancaire, nous sommes utiles, et votre présence aujourd'hui en est un témoignage auquel je peux vous dire que je suis extrêmement sensible, parce que c'est ce qui reste d'une carrière. Lorsqu'on devient prof, on ne devient ni riche, ni célèbre. Mais on fait passer un message, on transmet quelque chose aux générations qui nous suivent, aux générations qui sont l'avenir, et c'est la plus belle des missions. Donc merci d'être là aujourd'hui. Questions, discussions, contestations. Interrogation écrite. Ah. C'est un peu blanc. Comment est-ce qu'on fait pour tenir aussi longtemps? Vécu un peu moins longtemps que Charles Aznavour et beaucoup moins longtemps que la reine d'Angleterre. Il y a un secret particulier. Ah oui, il y a un secret, c'est le métier que nous faisons. C'est-à-dire que les étudiants vous aident à rester jeunes, et les étudiants vous amènent en permanence à vous poser des questions. Parce que, je peux vous dire, vous voyez, un amphi, hein, c'est très beau un amphi, parce qu'un amphi, c'est vie. Et je peux vous dire que quand vous faites un cours, au bout de 5 minutes, vous savez si l'amphi est réceptif ou pas. Donc, vous êtes en permanence remis en question. Alors, évidemment, il y a des gens qui peuvent réciter le même cours pendant 30 ans. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'on fait un métier de scène. Alors, j'ai peut-être été influencé par le doyen de ma fac quand j'étais étudiant. Le doyen de notre fac, c'était Jacques Lang. C'est Jacques Lang qui m'a recruté, assistant à la faculté de Nancy. Et je garde un souvenir
émerveillés des cours de Japlan. Japlan débarquait dans l'amphi des mains dans les poches. Il nous faisait en sciences éco un cours de droit administratif. Vous imaginez hein, la motivation des étudiants en sciences éco pour un cours de droit administratif. Et Japlan nous captivait. Parce que il avait justement ce sens de la relation avec le public. C'est un métier de scène. Donc, alors, au-delà de ça, évidemment, il ne suffit pas de faire un show, il faut avoir des trucs à raconter. Et le deuxième facteur qui, pour moi, alors là, je vous livre vraiment ma vision très intime, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai été très marqué par la conception médiévale de l'université. Ça peut paraître asile. Les fondateurs des premières universités en Europe, Bologne, Montpellier, alors c'est peut-être parce que j'ai fait ma thèse à Montpellier que ça m'a marqué, avaient défini la mission de l'université de manière très simple. Ils ont dit la mission de l'université, c'est de produire de la connaissance pour la diffuser. Et la production de la connaissance, aujourd'hui, ça s'appelle la recherche. Et j'ai essayé de faire dans ma carrière ce métier de chercheur. Hein, quelquefois, vous connaissez toutes ces plaisanteries, chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, etc. Mais la recherche, c'est finalement en permanence de poser des questions, si possible un petit peu actuelles. Hein. Blandine disait tout à l'heure, j'aime bien faire le lien avec le terrain, j'aime bien faire le lien avec la... Puis dans notre discipline, c'est facile, dans la pratique des entreprises, elle est passionnante. Quoi. Donc, pour répondre à votre question, on tient parce qu'on a un public qui est très exigeant, et puis on a une curiosité en intérieur qui nous conduit à ne jamais nous satisfaire de ce qu'on fait et à toujours vouloir refaire quelque chose un petit peu plus. Donc pour ma part, je pense que c'est comme ça que c'est une bonne question. Moi j'en ai une. C'est quel élément vous a le plus marqué de votre carrière? Ce matin. Alors déjà, parce que mon collègue Alain Burlot, qui était là ce matin, mon prédécesseur à la présidence du CNU, et mon prédécesseur, conseiller scientifique auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur. Alain Burlot a eu une métaphore pour les organisateurs. Il a dit, finalement, ce qu'ils ont fait ce matin, c'est aussi bien qu'Overlord. Overlord, c'est le débarquement du 6 juin. Hein. 3 jours près, on y était presque. Donc, très honnêtement, des moments comme ce matin, alors je m'attendais absolument, je vous assure, hein, c'est sincère, je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est produit, mais des moments comme ça, ça vous marque. Ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants, pour qu'il y ait des gens qui viennent de toute la France, alors que je ne suis plus président du CNU, je ne vais bientôt plus être conseiller scientifique de la mine, et donc je ne sers plus à rien. Donc s'ils sont venus, c'est que vraiment ils avaient envie d'être là, et ça c'est possible. Donc la réponse est ce matin. Léopold avec question. Monsieur Le Sassy, l'une de mes nombreuses anciennes victimes, docteur en sciences de gestion de l'Université de Bourgogne. C'est avec une vraie émotion que je prends la parole pour cette journée ô combien mémorable. Vous avez souvent parlé, je me rappelle bien de ces cours où vous parliez des grands dirigeants de la distribution. Ce que j'aimerais que vous fassiez, peut-être assez brièvement, c'est une lecture de l'évolution, mais à travers les personnages qui ont marqué la distribution, notamment les grands dirigeants. À l'époque, on parlait de Guichard chez Casino, Plassard, aujourd'hui on est sur Pompin, et puis vous avez aussi Édouard Leclerc, Leclerc père et fils. Est-ce qu'il y a des gens qui ont marqué l'évolution de la distribution? Est-ce que vous faites un rapprochement avec l'évolution du marketing, tel que vous venez de le faire, en mettant des noms de dirigeants là-dessus? Je fais une évolution, si vous le voulez bien. Alors, je reste un théoricien, je vais invoquer Schumpeter. C'est-à-dire que les noms que vous avez évoqués, Édouard Leclerc, Marcel Fournier, Denis de Forêt, André Bourrier chez Cora, la famille Guichard chez Casino, la famille Mullier chez Auchan, enfin je pourrais continuer la liste, hein. Ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs au sens schumpeterien du terme, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les codes d'une activité. On pourrait prendre Duttweiler en Suisse, fondant Migros, les frères Albrecht en Allemagne, inventant Aldi, etc. Ce sont des innovateurs. Aujourd'hui, ces innovateurs
Ça va être Elon Musk avec Tesla et SpaceX, ça a été Jeff Bezos avec Amazon, etc. Donc je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'en permanence, dans l'histoire de l'économie en général, on a cette coexistence de bureaucratie et d'entrepreneurs. Vous observerez que j'ai été capable de vous dire les noms des fondateurs. Alors, parce qu'évidemment, je les ai tous côtoyés, c'est une chance, hein, parce que il faut que je faisais ma thèse, tous ces gens-là, ils étaient aux affaires, j'allais les voir. C'est peut-être des fois un peu difficile de les rencontrer, mais on les rencontrait. Aujourd'hui, j'aurais du mal à vous dire, bon, alors évidemment, on connaît tous Alexandre Bompard chez Carrefour, on connaît, mais ces gens-là, ils sont à la tête d'une organisation. Ce ne sont plus des entrepreneurs, ce sont des managers. Et ce qui est probablement à l'heure actuelle l'un des dangers les plus graves pour la distribution, c'est cette espèce de bureaucratisation. Et les innovateurs, au sens de Schumpeter, ils sont justement dans les plateformes. Et si par exemple Elon Musk s'intéresse tellement à Twitter, alors je ne sais pas, on ne va pas faire une exégèse des motivations d'Elon Musk, hein, mais ce qui est symptomatique, c'est qu'un personnage comme Musk est tout à fait l'incarnation justement de cet entrepreneur au sens schumpeterien du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ignore les frontières traditionnelles des marchés, qui a une intuition, qui a une vision, et qui entreprend la destruction créatrice, hein, le terme célèbre de Schumpeter, en construisant quelque chose de totalement nouveau. Pour les amateurs de spatial, regardez ce qu'a fait Elon Musk avec SpaceX et comparé avec Ariane Espace où vous avez exactement le même phénomène que celui que vous avez offert pour toute la distribution. C'est-à-dire il y a des entrepreneurs qui vont progressivement laisser le pas à la bureaucratie et évidemment il y a d'autres entrepreneurs qui vont prendre le relais derrière, mais dans d'autres métiers. Merci. Alors, Monsieur Fizer, vous nous avez toujours impressionné aussi par votre souci de vous présenter à vos étudiants avec un costume et une cravate, ce que vous partagiez d'ailleurs avec votre collègue et ami Gérard Charroux, avec parfois d'ailleurs des tenues assorties, des vestes en pied de poule, qui ont laissé des souvenirs. Monsieur Rey se souvient de mon pull vert jaune très célèbre dans l'article de Diamanet sur ces photos. Ah, mais nous n'avons pas aussi bonne rendition. Alors évidemment, là c'est un petit clin d'œil, mais je pense qu'aujourd'hui on voulait vous dire aussi que pour votre nouvelle vie, peut-être vous auriez des moments plus détendus, hein, mais j'ai pu lire dans les écrits des enfants Fizer que vous n'aviez pas toujours ce costume cravate à la maison. Et donc nous sommes heureux de vous offrir un magnifique sweatshirt du Master Marketing. Là, il y a des photos collector à faire. Non, je ne vais pas l'enfiler, mais bah si. Oh